Juillet 1810, duché de Mecklembourg-Strelitz, dans le nord-est de l'Allemagne. La reine Louise accomplit son dernier voyage. Elle venait d'avoir 34 ans. 7 enfants perdent leur mère. Le roi Frédéric Guillaume III, son épouse, et la Prusse perd sa reine. Cette mort prématurée contribuera à entretenir la légende d'une reine déjà adorée pour sa beauté, sa personnalité et son action politique. La reine Louise meurt le 19 juillet 1810 dans le château de son père, à Hohensiritz. Son époux, le roi, et ses 2 fils aînés sont à ses côtés. Le 25 juillet, le cortège funèbre prend la route de Berlin. Le roi Frédéric Guillaume III en personne a fixé le protocole pour le transfert du corps. Tout au long de la route, les habitants rendent un dernier hommage à leur souveraine. Je pense que dans la situation difficile où se trouvait le pays, la population a sincèrement pleuré la mort d'une reine si jeune. Un historien doit faire preuve de circonspection, il n'y a pas suffisamment de témoignages d'époque, mais sa maladie a été relativement brève et son décès inattendu. Je pense donc que le chagrin de la population était sincère. Sur la place du marché de Grandsee, au nord de Berlin, on a dressé un pavillon pour exposer le cercueil pendant la halte nocturne. La comtesse Sophie von Voss, première dame d'honneur de la reine, est présente. C'est là qu'un an plus tard, l'architecte Friedrich Schinkel érigera un monument à sa mémoire. Par le poète August Wilhelm Schlegel, la reine Louise est devenue la reine des cœurs. Comment Louise de Prusse a-t-elle conquis le cœur de ses sujets? Louise est issue de la maison de Mecklembourg-Strelitz, l'une des plus anciennes dynasties princières d'Allemagne. Un de ses oncles est général de l'armée impériale en Hongrie, et une de ses tantes est la reine d'Angleterre. Son père, Charles II, est le frère cadet du duc Adolphe Frédéric IV de Mecklembourg-Strelitz. Mais le duché est trop petit pour que toutes les branches de la famille princière puissent y vivre dans des conditions conformes à leur rang. Charles accepte donc le poste de gouverneur de Hanovre. Et c'est là que naîtra Louise, le 10 mars 1776. Alors qu'elle est âgée de 6 ans, sa mère meurt en mettant au monde son 10e enfant. Son père décide alors de les confier à leur grand-mère maternelle, Marie-Louise Albertine de Hesse-Darmstadt, auprès de qui Louise passe une grande partie de son enfance. Louise est la plus difficile à élever. C'est une fillette adorable, joyeuse et charmante, mais elle sait aussi se montrer turbulente, têtue et impulsive. Au printemps 1785, une gouvernante suisse arrive à Darmstadt pour instruire Louise et ses sœurs. Salomé de Gélieu. Salomé de Gélieu partage les idées de Jean-Jacques Rousseau. Une bonne éducation doit se faire dans le respect des enfants.
Mes élèves et moi jouissons de la plus parfaite santé. Chacune d'entre elles respire le bonheur. Elles se sentent si bien entourées. Cela me réjouit d'autant plus qu'elles ne manifestent aucun sentiment de contrainte. Un jour, elles accéderont aux plus hautes sphères de la société où elles sont destinées à briller. La gouvernante n'éduque pas les fillettes avec la rigueur traditionnelle. Elles seront bien assez tôt confrontées à l'austérité de la cour. Pour l'heure, elles apprennent les bonnes manières, la dévotion, le français et l'art de la correspondance. On peut légitimement dire que l'instruction de Louise de Prusse était superficielle et lacunaire. Elle l'a dit elle-même. Cela tient avant tout à son éducation. Elle a été élevée pour devenir une bonne épouse plutôt qu'une intellectuelle. Sa gouvernante a donc mis davantage l'accent sur la forme que sur le contenu. Louise, pas rêver. Louise est une élève moyenne. Pendant les leçons, elle se sert de son charme, de son tempérament et de son esprit pour dissimuler ses faiblesses. Ses cahiers sont remplis de fautes, de gribouillages et de bêtises. L'un d'entre eux porte d'ailleurs le titre de « Cahier pour les devoirs qui ont plus de 12 fautes ». Son esprit vagabonde tellement qu'on lui a attribué le surnom de « Mademoiselle Hopla ». Néanmoins, l'enfant commence très jeune à tenir un journal intime. Elle y parle de petites désobéissances et de punitions indulgentes. J'ai eu ma leçon, mais je n'ai pas bien travaillé. Nous avons dû recopier 2 pages car la première était bâclée. Je suis très mécontente de moi. Mon Dieu, faites que mademoiselle de Gélieu ne me prive pas de dessert. Grâce à l'éducation libérale de Salomé de Gélieu, Louise devient une jeune fille dotée d'une forte personnalité. Devenue reine, elle continuera d'écrire des lettres pleines de reconnaissance à sa mère de substitution. Ma chère et excellente mademoiselle de Gélieu, si mes souhaits sont accomplis, vous devez vous porter tout à fait bien, et le ciel vous offrira toujours des jours bien paisibles et bien heureux. Une juste récompense pour le bien que vous m'avez fait vous-même par l'éducation que vous m'avez donnée. Jamais, ma chère Gélieu, je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi, et je vous en bénirai toute ma vie. À 17 ans, Louise voit s'achever cette jeunesse libre et éloignée des grandes cours de ce monde. On la destine à l'héritier du trône de Prusse, c'est-à-dire l'une des plus puissantes familles royales d'Europe. Louise sait qu'elle ne peut pas s'opposer à cette décision. D'autant que le prince Frédéric Guillaume de Prusse, malgré son allure empruntée et son naturel peu bavard, ne lui est pas antipathique. Les festivités du mariage commencent le 22 décembre 1793. Il s'agit en l'occurrence d'une double noce. Frédéric, la sœur de Louise, va épouser le frère du prince héritier. Les 2 jeunes filles parcourent les derniers kilomètres qui les mènent à la résidence de leur nouvelle famille dans un carrosse nuptial. Les comtesses Sophie von Foss et Marie von Brühl sont assises en face d'elles. Première dame d'honneur de Louise, la comtesse Sophie von Foss est une vieille dame stricte. Elle a pour mission de guider les premiers pas de la jeune fille à la cour de Prusse. La comtesse von Foss a relaté dans son journal l'expérience de ses 69 ans à la cour. Ces récits témoignent de sa rigueur parfois cassante. Elle a une conception très précise du comportement qui convient à une première dame d'honneur, mais aussi à une princesse. Si la princesse est jeune, il faut protéger sa jeunesse et son expérience avec soin.
et lui rappeler que son attitude en matière de morale et de convenance sera inévitablement imitée. Vers 1h de l'après-midi, les fiancés passent la porte de Potsdam. Elles font leur entrée dans Berlin, la capitale de la Prusse. Les guerres menées par Frédéric le Grand ont fait de la Prusse une grande puissance du nord de l'Europe. Il s'agit maintenant d'affirmer et de maintenir cette position dans le concert des grandes puissances européennes. Les autorités de la ville accueillent Louise à la porte de Potsdam. L'avenue Unter den Linden est ornée d'arches d'honneur et les rues sont décorées. Louise est charmée par le faste et la liesse populaire. Elle est particulièrement touchée par les témoignages d'affection des petits Berlinois. Heil dir, der künftigen Welt wirst du Monarchen geben, beglückte Enkel, Mutter sein. Wie, darf ich das denn jetzt nicht mehr? La spontanéité ne correspond absolument pas à l'image que la comtesse von Voss se fait d'une future reine. Il faut au contraire qu'elle reste toujours digne et retenue et maintienne une certaine distance vis-à-vis de ses sujets. Le baiser est une légende qui n'a pas pu être vérifiée par les historiens. Mais elle montre ce que la postérité a voulu retenir du personnage. Le peuple a voulu conserver l'image d'une personne naturelle et elle correspond parfaitement à cette reine. Louise continue de se heurter à l'étiquette de la cour. Dans les bals, elle danse sans retenue jusqu'à l'aube. Et pas uniquement avec son époux. La comtesse von Voss épanche sa colère dans son journal. Nous étions ce soir au bal donné par la princesse de Hohenzollern, où la princesse a dansé d'une façon si éhontée que j'en étais indignée. La princesse Louise de Radziwiłł est une cousine du futur roi. Elle fait la connaissance de Louise, de 6 ans sa cadette, à l'occasion du mariage et va devenir l'une de ses intimes. Elle garde un souvenir très vivant des folles nuits de bal de Louise. À la fin de sa vie, elle écrira le récit de leurs aventures communes. Les deux ravissantes mariées dansaient avec une grâce accomplie. Et le roi admirait tout particulièrement leur valse. Une danse qui était jusqu'alors interdite à la cour. La reine était outrée par cette indécence. Outrée aussi que ces belles filles introduisent à la cour une danse qu'elle désapprouvait. Elle fit rappeler son interdiction à ses propres filles et détourna son regard pour ne pas voir ses brus danser la valse. La jeune princesse n'était certainement pas une rebelle. Elle découvrait les fastes de la cour, avec toutes ses restrictions. Mais elle était une jeune femme. Elle aimait tout simplement les plaisirs liés à la musique et à la danse. Les journaux de Berlin ainsi que la presse internationale de cette année 1793 rapportent par le menu les festivités des noces. 1 an plus tard paraît un livre relatant toutes les petites entorses à l'étiquette lors de cette cérémonie. Dès sa première apparition à la cour, la jeune princesse se fait remarquer. La nouvelle du mariage du prince héritier se répand également dans les cours d'Europe. Les lettres de félicitations arrivent de partout. Au cours de cet hiver 1793, les réjouissances sont plus appréciées que jamais. Les heures glorieuses du règne de Frédéric le Grand sont révolues et le prestige de la Prusse s'est terni. Le roi Frédéric Guillaume II est rentré vaincu d'une campagne contre l'armée française. On lui reproche également les écarts de sa vie privée. Il est de notoriété publique qu'il préfère ses maîtresses à son épouse et qu'il a conclu 2 unions secrètes. On le surnomme même le gros bon à rien. Les critiques à l'encontre du monarque sont d'autant plus préoccupantes qu'un événement majeur vient de bouleverser l'échiquier politique européen, la Révolution française. Elle a commencé comme un combat pour la liberté, pour une constitution et pour les droits de l'homme, et elle débouche sur la dictature et la terreur. En 1793, Louis XVI et Marie-Antoinette sont guillotinés.
En comparaison, la vie dans la capitale prussienne est extrêmement paisible. La ville compte à l'époque 170 000 habitants, qui sont en majorité des partisans convaincus de la monarchie. Les intellectuels regardent toutefois avec fascination ce qui se passe à Paris. La population de la Prusse est essentiellement constituée de paysans, sous la domination des seigneurs et parfois même soumis au servage. Le mode de vie de Frédéric Guillaume et de Louise fait naître l'espoir d'un lent renouveau de la monarchie. Les deux jeunes gens s'aiment, et c'est pour eux un déchirement quand, quelques mois seulement après leur mariage, Frédéric Guillaume est obligé de partir en campagne en Pologne. Louise écrit à son mari des lettres empreintes de tendresse. À Berlin, sa correspondance est conservée aux archives secrètes de Prusse. Voici donc l'unique bien qui me reste pour m'entretenir avec vous, mon cher et chéri ami. Une plume doit vous dire ce que ma bouche vous a dit 1 million de fois. C'est que vous m'êtes cher au-delà de toute expression. Qu'il est dur pour moi de ne plus vous voir à mes côtés. Délaissée et seule, je me livre tout à fait à ma douleur et n'ai pour seule consolation que de m'être assise sur la place de canapé où vous êtes toujours assis. Le prince Frédéric Guillaume est un militaire très distant, célèbre pour ses déclarations si lapidaires qu'elles en sont parfois incompréhensibles. Mais dans ses lettres à Louise, il fait preuve d'une passion débordante. Adieu. Je vous embrasse et vous serre dans mes bras en pensée. Mon Dieu, que ne puis-je le faire en réalité? Tous ces baisers sur papier ne sont que du vent, vous le savez bien vous-même. Il m'arrive parfois de rêver si fort de vous que je crois vous tenir dans mes bras. Mais je me réveille aussitôt et vois que c'est le vide et non vous que mes bras étreignent. Oh, comme je maudis alors ce mirage. Les artistes de Berlin sont aux pieds de Louise. Poètes, peintres et sculpteurs, ils sont tous fascinés par sa grâce et sa fraîcheur. Johann Gottfried Schadow, le sculpteur officiel de la cour, déjà célèbre pour le quadrige couronnant la porte de Brandebourg, est présenté à la princesse et à sa sœur Frédérique. Il est émerveillé devant leur beauté. Dans ses réflexions sur l'art, il écrit « En 1794, Berlin a vu se produire un enchantement surpassant toute imagination avec l'arrivée des 2 nobles sœurs épouses des fils du roi. Tous ceux qui entendaient leur voix sans voir leur ravissante silhouette tombaient déjà sous le charme. Laquelle des 2 l'emportait par sa beauté était un sujet qui divisait les opinions en 2 clans. Dans une aile du palais du prince héritier, un atelier spécial est aménagé pour Johann Gottfried Schadow. La cour l'a chargé de réaliser une statue représentant Louise et sa sœur. Je travaillais à cette œuvre avec bonheur et sérénité. Je pris les mesures d'après nature. Les nobles dames revêtirent la tenue correspondant exactement à ce que je cherchais, et je pouvais ainsi saisir l'influence de la mode de l'époque dans leurs atours. Les 2 princesses portent la dernière mode de Paris. Au cours des premières séances de pose, Louise a la gorge enflée et la dissimule à l'aide d'un foulard noué sous le menton. À partir de ce moment, le foulard devient l'un des signes distinctifs de la future reine de Prusse. Et une nouvelle mode à Berlin. La statue de marbre est présentée en 1795 à l'Académie royale des beaux-arts. C'est une réussite parfaite. À côté des apparitions publiques de la princesse héritière, l'art devient l'expression du culte autour de Louise. Les artistes étaient fascinés par la beauté de Louise, par la beauté de la reine.
Les premiers tableaux la représentant, peints par Chadot, ont inspiré une multitude d'imitations. La reine n'ayant pas eu une vie très longue, ils ont eu un rôle d'autant plus important qu'ils n'ont cessé de servir de référence et d'être reproduits. Quand on regarde ces peintures de près, on constate que d'un tableau ou d'un portrait à l'autre, Louise ne se ressemble pas, même si ce sont toujours les premiers tableaux qui ont servi de référence. Frédéric Guillaume tente pudiquement de cacher cette statue assez audacieuse. Mais les Prussiens s'en procurent des reproductions miniatures en porcelaine. Dessins et sculptures véhiculent une image sensuelle de Louise. Aussi séduisante que coquette, la jeune princesse de 20 ans exalte l'imagination de ses sujets. À Berlin, on murmure que Louise et sa sœur auraient posé nues pour le sculpteur. Pour toute révélation, il dira énigmatiquement qu'il a toujours réalisé ses statues à la manière des Grecs de l'Antiquité, d'après des modèles nus, en faisant parfois même des moulages avec des linges mouillés enduits de plâtre. Le palais du prince héritier est situé à proximité du château de Berlin. C'est là que la famille va s'agrandir. Au cours de sa brève existence, Louise donne le jour à 10 enfants. Souvent, quelques mois seulement séparent une naissance d'une nouvelle grossesse. Elle doit assurer la pérennité de la dynastie à une époque où la mortalité infantile est très élevée. Louise perd 3 enfants. Après la mort de sa première fille, elle écrit en 1794 à son frère Georges : « Si seulement je pouvais te parler de mon enfant. Malheureusement, je ne peux que te dire qu'elle était magnifique. Les larmes me nouent la gorge. » Cette relation fusionnelle avec les enfants est inhabituelle à l'époque. En général, les enfants royaux sont entièrement laissés aux soins des nurses et des gouvernantes, pas au foyer du prince héritier. Cette attitude rend le jeune couple cher au cœur des Prussiens. Ils y voient une nouvelle conception de la famille qui se répand dans les années 1800. Même l'inflexible comtesse von Voss commente d'un ton bienveillant la vie de famille du couple princier. Elle écrit dans son journal : « Une fois passée l'époque des grandes fêtes de cour, la vie au palais a pris ce tour familial qu'affectionnait tant le prince, le jeune couple menant une vie heureuse et centrée sur leur foyer. » Une autre particularité frappe la population. Le couple princier n'hésite pas à côtoyer le peuple de près. Se promenant sans escorte dans les allées du jardin zoologique, au marché de Noël de Berlin, ou encore à la fête du poisson de Strahlau, à proximité de la capitale. Frédéric Guillaume III et Louise de Prusse n'ont certainement pas fait un mariage d'amour au sens de l'attirance mutuelle et de l'union librement consentie. Leur mariage a été arrangé dans des conditions certes très convenables, mais les 2 jeunes gens ont eu de la chance. Ils ont appris à s'aimer d'une façon qui, manifestement, ne laissait planer aucun doute aux yeux de leur entourage. Dans le village de Paretz, aux portes de Potsdam, Louise et son époux se font bâtir une résidence campagnarde où ils passent l'été avec leurs enfants. Dans son journal, la comtesse von Voss note ses premières impressions. « Nous sommes allés à Paretz pour voir le village. J'ai été très déçue. Cet endroit est dépourvu de charme. Même la maison, qui est encore en construction, a des proportions disgracieuses. La propriété est tout simplement affreuse. Seul le parc est à peu près acceptable. » La comtesse von Voss déplore que le château soit dénué des fastes de la cour qui distinguaient jusqu'alors les résidences d'été. Mais avec le temps, la vieille dame appréciera ce nouveau mode de vie campagnard. Ici, dans ce château surnommé le calme à la campagne, on invite même les paysans une fois par an à célébrer la fête des moissons. Juillet 1796. Pour la première fois de sa vie, Louise découvre le duché familial de Mecklembourg-Strelitz. Le duc Charles II, son père,
vient de succéder à son frère sur le trône. La comtesse von Foss, qui accompagne Louise dans tous ses déplacements depuis son mariage, rapporte: Nous avons effectué nos petits préparatifs pour le voyage dans le duché de Strelitz. Le soir, nous avons pris un souper très frugal à Oranienburg. Nous y avons passé la nuit et nous avons repris la route le lendemain matin à 5 heures. Arrivé à 5 heures de l'après-midi à Hohensiritz. Le duc, à qui l'on voulait faire la surprise et qui ignorait tout de notre visite, était alors absent, car il se trouvait chez son neveu. Mais à son retour, la joie, naturellement, fut immense. Le père de Louise est un passionné d'art. L'embellissement des châteaux du Mecklembourg-Strelitz lui tient particulièrement à cœur. C'est sur son initiative que celui de Hohensiritz devient une vaste demeure dotée de 3 ailes. Louise admire les nouveaux jardins aménagés dans le style anglais. Dans le parc, une surprise l'attend. Le duc Charles a fait ériger un monument à la mémoire de ses 2 épouses décédées. Les statues rappellent à Louise les heures les plus tristes de son enfance. Les visiteurs font des promenades et des excursions. La comtesse von Foss se montre très honorée que le couple princier passe une nuit dans sa propriété familiale de Großgewitz. Ce fut une magnifique soirée. Le jardin illuminé était resplendissant et le souper délicieux. J'avais fait venir en renfort un cuisinier de Strelitz et tout fut aussi parfait que possible. Louise est ravie de ce séjour dans le Mecklembourg-Strelitz, une région qui lui était jusqu'alors inconnue, loin de la cour de Berlin et au cœur de la nature. Elle écrit à son ancienne gouvernante, Salomé de Gélieu: Les princes gâchent souvent leur plaisir par des contraintes insupportables et des idées de grandeur qui ne font que souligner leur petitesse. Le véritable bonheur ne se trouve qu'en nous-mêmes et seuls nos actes en décident. Que Dieu me donne toujours la force nécessaire pour accomplir mes devoirs envers lui et mon prochain. En 1797, l'accession au trône de son époux, désormais Frédéric Guillaume III, marque la fin des années de jeunesse de Louise. Elle a 21 ans et elle est mère de 2 garçons. Dès avant sa prise de fonction, le nouveau roi a rédigé son programme politique. Il ne prévoit pas de bouleversement radical. Pourtant, il y exprime des idées surprenantes. La couronne de Prusse doit renoncer à tout débordement de luxe afin qu'à l'avenir, les impôts et les taxes puissent surtout profiter au pays. Le roi doit porter son attention sur la partie du peuple la plus utile et la plus laborieuse. Mais Frédéric Guillaume III se montre plus velléitaire dans l'application de ses idées. La pression sur ses épaules s'accroît. En France, Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir. Il a mis un terme à la Révolution et conduit progressivement la République vers une nouvelle monarchie. Son armée attaque la Suisse, l'Italie et l'Empire allemand. Dans un premier temps, la Prusse conserve sa neutralité, mais Frédéric Guillaume III sent que ce bouclier ne le protégera pas longtemps. Un autre puissant chef d'État joue un rôle important pour la Prusse. En 1801, le tsar Alexandre Ier monte sur le trône. L'Empire de Russie représente alors l'extrême inverse de la France révolutionnaire. Officiellement, le tsar Alexandre Ier s'en tient lui aussi à une politique de neutralité.
Mais en secret, il cherche l'alliance avec la Prusse et s'adresse directement au roi. Les lettres dans lesquelles les deux monarques préparent leur entrevue sont aujourd'hui conservées aux archives de Berlin. Le tsar écrit : « Je prie votre majesté de décider définitivement de la date d'un moment que j'attends avec une telle impatience, et dont je me flatte de croire qu'il ne sera que le précurseur d'autres moments bien plus agréables encore. » Le roi de Prusse accepte l'offre et propose que la rencontre ait lieu dans la ville de Memel, l'actuelle Klaipėda en Lituanie, qui se trouve alors à la frontière russo-prussienne. Je ferai rassembler en ce lieu un bataillon de soldats dans l'espoir qu'il éveillera votre plaisir et votre attention. S'il vous agrée donc de venir le 10 juin. Louise se réjouit de rencontrer le tsar de Russie. Dans son journal de voyage, elle note : L'empereur est arrivé à Memel le 10 juin entre midi et 1h. Le roi est allé à sa rencontre à cheval. Les deux monarques ont fait connaissance à un quart d'heure de la ville. J'attendais l'empereur. Il me baisa les mains et moi je fis une inclination de la tête comme pour l'embrasser. Car il faut savoir qu'il est de coutume en Russie que lorsqu'un homme vous baise les mains, la dame est obligée de l'embrasser. J'offris des pêches à l'empereur qui les prit en disant qu'il n'en avait point encore vu cette année. Nous étions déjà informés par tout le monde et surtout par la sœur et le beau-frère de l'empereur qu'il n'aimait pas les manières ni le protocole et préférait se trouver seul avec nous pour pouvoir profiter autant que possible de la présence du roi et de la mienne. Aussi nous sommes-nous abstenus de toute forme de représentation et nous sommes-nous efforcés de satisfaire ses goûts autant que possible. Il régnait une atmosphère joyeuse et détendue. Le roi fut plaisanté pour son penchant pour Helena, la sœur de l'empereur dont il avait fait la connaissance à Riga. Le roi et le tsar font ensemble de longues promenades à cheval. Le tsar insiste pour qu'ils allient leurs forces. Au bout de 6 jours, c'est le moment des adieux. Dans les lettres qu'elle écrit au tsar peu après son départ, Louise laisse libre cours à ses sentiments. Il serait vain d'essayer de vous décrire la douleur que votre départ a provoquée en moi. C'était abominable. Je ne pus me consoler qu'avec le seul espoir de revoir votre majesté impériale dans 2 ans. Louise ne cache pas son inclination pour le tsar. Dans une lettre à son frère, elle écrit : Je n'ai pas vu les Alpes, mais j'ai vu des êtres humains. Ou plus exactement, un être humain, dans tout le sens du mot, dont la connaissance m'importe plus que toutes les Alpes du monde. Car celles-ci ne produisent aucun effet, contrairement à lui qui prodigue du bonheur par chacune de ses décisions. Par chacun de ses regards, il rend des personnes heureuses et satisfaites par sa bienveillance et sa bonté céleste. Rien ne prouve que la reine ait eu une aventure avec le tsar. Il est difficile pour les historiens de trancher, mais en ce qui me concerne, je dis qu'il n'y a rien eu entre eux, que c'était une simple toquade. C'est ce qui me paraît le plus plausible. Ça correspond tout à fait à l'époque et à l'esprit d'une femme encore jeune. S'enflammer pour un jeune homme séduisant s'inscrivait totalement dans la conception des relations entre hommes et femmes. Mais cette rencontre a aussi été une rencontre politique. La Prusse doit devenir l'allié d'Alexandre Ier contre Napoléon. En 1805, le tsar rencontre de nouveau le roi à l'occasion d'une visite officielle à Berlin. Louise brûle de revoir celui dont elle s'est entichée. Mais celui-ci l'ignore totalement. S'est-il servi d'elle pour conclure cette alliance ? N'a-t-elle été que l'instrument d'une manœuvre de séduction ? Le jour du départ du tsar, les souverains accomplissent un acte d'une grande puissance symbolique. Dans la crypte de l'église de la garnison de Potsdam, devant le tombeau de Frédéric le Grand,
le roi et le tsar scellent, par une poignée de main, l'alliance entre la Prusse et la Russie. Louise assiste à cette scène d'une importance décisive. Mais quand il s'agit de parler stratégie et de signer des accords, elle est mise à l'écart. Dans les années 1800, la politique est une affaire d'hommes. C'est également le point de vue de son époux. Dans ses souvenirs sur Louise, Frédéric Guillaume III écrit « Beaucoup se sont mis en tête que mon épouse avait une certaine influence sur les affaires de l'État. En réalité, elle n'a jamais eu aucune influence directe. Quelquefois seulement, à l'occasion d'événements politiques importants, il m'est arrivé de l'en entretenir et de lui faire part de mes espoirs et de mes préoccupations, qu'elle jugeait avec beaucoup de bon sens. » En Europe, l'une des plus grandes guerres de l'histoire fait rage. Face à Napoléon qui veut s'emparer du continent, la Prusse doit décider si elle veut s'impliquer elle aussi dans le conflit contre l'empereur. Frédéric Guillaume III choisit la résistance. Louise incite elle aussi son époux à s'opposer à Napoléon. Elle le dépeint comme le monstre, le fléau de la terre et la source du mal. La Prusse mobilise ses troupes. Mais en octobre 1806, l'armée prussienne est écrasée sur 2 fronts à la fois, à Jena et à Auerstedt. Plus de 30 000 soldats meurent dans ces batailles décisives. Napoléon entre en triomphateur dans Berlin par la porte de Brandebourg. La vie dans la capitale se métamorphose du jour au lendemain. L'aristocratie a pris la fuite. Les soldats français ont dressé leur campement dans le parc du Lustgarten, près du château. Les Berlinois sont contraints de loger les officiers. La ville doit nourrir les troupes d'occupation. L'aigle, symbole du pouvoir des rois de Prusse, est enlevé de tous les monuments. Napoléon fait démonter le quadrige qui couronne la porte de Brandebourg et le fait envoyer à Paris. Les conséquences économiques de l'occupation ne tardent pas à se faire sentir. Le commerce berlinois a perdu la clientèle de la cour et les troupes françaises consomment les réserves de la ville. Commence pour Louise et ses 5 enfants une fuite humiliante et éprouvante vers l'est du royaume. La famille est séparée. Louise se fait du souci pour ses enfants. Sur la route de Königsberg, l'actuelle Kaliningrad, une roue du carrosse se brise. L'un des enfants, le futur empereur Guillaume Ier, se souviendra de l'accident jusque dans son grand âge. À cause de ce retard, mon frère et moi étions fatigués et avions faim. Et moi surtout, je tourmentais ma mère avec mes plaintes. Pour nous distraire, elle se leva et nous montra toutes les jolies fleurs bleues qu'il y avait dans les champs. Puis elle en tressa des couronnes et nous regardâmes avec joie ses mains agiles travailler. La famille royale est accompagnée dans son exil par Louise de Radziwiłł, une cousine du roi, devenue une proche amie de la reine. Elle partage les mois les plus pénibles de la vie de Louise. Napoléon projetait maintenant d'attaquer Königsberg. Et après 24 heures d'angoisse, nous eûmes la certitude qu'il fallait aussi quitter ce refuge. Il fallait conduire la reine à Memel, malgré la grande faiblesse dans laquelle elle se trouvait suite à la fièvre typhoïde dont elle était à peine remise. Toute la cour s'occupa des préparatifs pour le départ. Elle était dans sa voiture et me fit un signe de la main pour me dire adieu. Elle était si faible qu'en la voyant, tout le monde éclata en sanglots. La défaite et la fuite modifient la légende qui auréole Louise. Hier, symbole d'un espoir de renouveau pour la Prusse, elle incarne maintenant l'humiliation du pays. Victime de la soif de puissance de Napoléon, elle devient la reine des cœurs. La famille royale et la cour s'installent à Memel. La guerre se poursuit. À Friedland, dans l'actuelle Russie, Napoléon remporte une nouvelle victoire décisive.
Le tsar Alexandre Ier, à qui Frédéric Guillaume III a accordé sa confiance, doit se résoudre à conclure un traité de paix avec Napoléon. Les négociations se déroulent dans les environs de Tilsit, sur un radeau au milieu du fleuve Niémen. Le roi Frédéric Guillaume III reste, impuissant sur la rive, à regarder les deux empereurs décider du sort de son propre pays. Quelques jours plus tard, le roi écrivit à la reine pour lui raconter les tristes détails de l'entrevue des deux empereurs, qui s'était déroulée sous une tente dressée au milieu du Niémen. Il lui écrivit également que Napoléon souhaitait la voir à Tilsit. Une autre humiliation attend Louise. Dans Berlin, occupé par l'armée française, les lettres qu'elle a écrites au tsar sont tombées entre les mains de Napoléon. Pour la ridiculiser, il les a fait publier dans le Moniteur, l'organe officiel du régime français, en les accompagnant de commentaires acerbes. La reine y est dépeinte comme la responsable du malheur de la monarchie prussienne et comparée à la magicienne Armide qui, dans l'égarement de son amour pour un ennemi, a mis le feu à son propre palais. Dans le sillage de Napoléon, les caricaturistes français se lancent dans une campagne contre la reine. Louée dans son pays comme l'exemple de la vertu féminine, elle est ridiculisée dans les journaux sous les traits d'une Amazone dévêtue. Se rendre à Tilsit sur la demande de Napoléon, c'est devoir affronter l'auteur de cette infâme propagande. Welche Überwindung mich das kostet, das weiß mein Gott. Le comte von Hartenberg s'associa à la demande du roi. Il était persuadé que l'entremise de la reine aurait des résultats très favorables et pensait que tant de douceur, de beauté et de grâce désarmerait Napoléon qui se faisait d'elle une toute autre idée. La reine se laissa donc convaincre et partit rejoindre le roi le jour suivant. J'étais profondément chagrinée que l'on pousse la reine à aller contre sa nature et que Hartenberg l'incite à parler politique avec Napoléon. La reine voulait faire quelque chose pour son pays et agir avec les moyens dont elle disposait en tant que reine. Certainement pas dans l'intention de l'enjôler, mais dans le but de créer une atmosphère plus propice à la communication, ce dont elle se sentait davantage capable que le roi, son mari. La correspondance quotidienne entre Louise et la princesse Radziwiłł nous permet d'imaginer la rencontre. La reine commença ainsi. « Sire, je sais que vous m'accusez de m'ingérer dans les affaires politiques. Sire, je suis une épouse et une mère, et en tant que telle, je remets entre vos mains le destin de la Prusse, ce pays auquel tant de liens me rattachent. Je m'adresse à votre cœur magnanime et j'implore et espère de votre majesté le bonheur. » Louise demande à Napoléon des concessions politiques. Lui la complimente pour son élégance. Le résultat des négociations de paix est accablant. Au terme des traités de Tilsit, la Prusse perd une grande partie de son territoire à l'ouest et à l'est. De ces régions, Napoléon fera le duché de Varsovie et le royaume de Westphalie. La Prusse est réduite de moitié par cet accord de paix. Après Tilsit et pendant la campagne d'Allemagne, après la mort de Louise, l'objectif était de venger l'insulte que Napoléon avait faite à la reine lors de cette entrevue. Et de ce point de vue, on peut dire qu'à Tilsit, Louise n'a eu aucune influence politique. En revanche, après Tilsit, elle a joué un rôle politique considérable dans la mobilisation du peuple prussien contre la France, contre Napoléon. Dans le royaume, le paiement des réparations de guerre est lourd de conséquences. Les caisses de l'État sont vides, le pays doit faire des économies draconiennes, lever des impôts et des taxes pour les remplir. Le blocus continental auquel Napoléon soumet la Grande-Bretagne gèle de surcroît les exportations prussiennes de céréales dont dépend l'agriculture. De nombreux Prussiens sont condamnés à s'engager dans l'armée napoléonienne.
Louise ne se fait aucune illusion sur les causes de cette cuisante défaite. Nous nous sommes reposés sur les lauriers de Frédéric le Grand, seigneur de son siècle, qui a créé une nouvelle ère. Mais nous n'avons pas évolué avec le temps, et voilà qu'il nous dépasse. Même après son entrevue avec Napoléon, Louise n'a aucune influence directe sur la politique. Mais dans leur conversation, son époux l'informe des grands projets sur lesquels travaille désormais le gouvernement, les réformes prussiennes. Louise n'a pas eu de rôle moteur dans les réformes prussiennes. Les instigateurs de ces mesures sont des grands personnages comme Stein, Hardenberg et Scharnhorst, pour n'en citer que quelques-uns. En revanche, Louise a senti que la Prusse avait besoin de changer, et cet instinct politique, juste et important, l'a conduite à sympathiser avec les réformateurs. Louise joue régulièrement les médiatrices lorsque les hommes menacent de se brouiller. Elle intervient surtout auprès du ministre Karl von Stein, l'architecte ombrageux des réformes prussiennes. Un jour qu'il souhaite le renvoi d'un conseiller, mais que le roi hésite, elle lui écrit « Je vous en conjure, patientez les quelques premiers mois. Le roi tiendra sa parole, Baïme partira, mais seulement à Berlin. Jusque-là, soyez conciliants afin que, pour l'amour de Dieu, tout le bien réalisé ne soit pas anéanti, faute de 3 mois de patience. » Dans les mois et les années qui suivent les traités de Tilsit, une nouvelle équipe gouvernementale, sous la direction du ministre Karl von Stein, met en œuvre un impressionnant programme politique. La réforme de l'armée est la première à produire des résultats. Sur les 143 généraux en fonction dans l'armée prussienne, il n'en reste, après l'application des réformes, plus que 2. L'un d'eux se nomme Gebhard Leberecht von Blücher, un officier de 64 ans originaire de Rostock. Blücher est un fervent admirateur de Louise. Elle admire sa combativité toujours intacte à l'égard de Napoléon. Louise a fait la connaissance du général avant de devenir reine. En 1806, ils se rencontrent de nouveau à l'occasion d'un séjour dans la ville thermale de Bad Pyrmont, en Basse-Saxe. Il est convaincu que seules des réformes en profondeur peuvent sauver la Prusse, et il l'exprime ouvertement. Dans la nouvelle armée, les châtiments corporels et le port de la perruque poudrée sont abolis. Mais pour Blücher, le pilier central de la réforme est l'adoption du service militaire obligatoire. Celui qui n'effectue pas son service militaire doit être condamné au déshonneur, sauf si quelque infirmité le rend inapte au service. L'armée française nous en a donné la preuve. Les soldats peuvent oublier nos vaines pédanteries. Voilà ma profession de foi. Blücher est l'un des grands héros de la campagne d'Allemagne de 1813. En 1815, son intervention sera décisive à Waterloo. Louise ne verra pas l'Allemagne se libérer du joug napoléonien. Elle ne saura pas que Blücher fut présenté comme le vengeur de la reine Louise. Affaiblie par la maladie depuis son exil, Louise ne se rétablit pas, même une fois revenue au palais de Berlin en 1809. Elle passe l'été dans le duché de Mecklembourg-Strelitz auprès de son père et de son frère pour recouvrer la santé, mais elle souffre d'une tumeur au poumon. Elle meurt pendant son séjour au château de Hohensiritz à l'âge de 34 ans. Le roi et leurs 2 fils aînés sont à ses côtés. « 60 ans plus tard, le 2e fils de Louise est devenu le roi Guillaume Ier de Prusse. En 1870, peu de temps avant l'entrée en guerre de la Prusse contre la France, il dépose un bouquet de bleuets sur le tombeau de sa mère, dans le parc du château de Charlottenburg, à Berlin. Les bleuets évoquent les souvenirs de la fuite, de ce jour où une roue du carrosse s'était brisée en route.
J'avais 10 ans à l'époque, mais je n'ai jamais oublié cette scène. Et aujourd'hui, à mon grand âge, lorsque je regarde ces douces fleurs bleues, je crois voir briller les larmes de la meilleure des mères, et c'est pour cela que je l'aime comme nul autre. La reine Louise est devenue un mythe. Après s'être recueilli sur la tombe de sa mère, Guillaume Ier prend la tête de son armée dans la guerre contre la France. Le culte porté à Louise possède également une dimension belliqueuse, le désir de vengeance de la Prusse face à son ennemi juré qu'est la France. En 1871, Guillaume Ier devient empereur d'Allemagne et le culte de la reine prend une nouvelle dimension. En son honneur, il fait ériger des monuments aux 4 coins de l'Empire. Ils doivent exhorter la nation à l'unité et appeler à l'harmonie entre la maison royale et le peuple. À Berlin, la colonne de la Victoire comporte une mosaïque qui représente l'histoire allemande, de la défaite par Napoléon jusqu'à la création de l'Empire. Dans le bas de la scène, on peut voir un petit garçon portant une couronne de bleuets dans les cheveux. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Louise demeure une figure tutélaire de l'Allemagne. Elle est la reine héroïque, la martyre, la déesse de la vengeance, la mère de la dynastie et la protectrice de la nation. Le culte voué à la reine des cœurs appartient aujourd'hui au passé, mais les statues à son effigie, elles, demeurent.